Partie 1. Les invasions barbares. Le monde extérieur s'impose à moi. Je ne m'appartiens plus, j'étouffe. Chapitre 1. Comment tout bascule dans la nuit. L'affinité ou la résonance. Loi selon laquelle il existe des relations d'attirance entre les éléments porteurs de même qualité vibratoire. Quand elle était petite, ma mère voulait vivre retirée et devenir sainte pour être indépendante et accomplir des miracles pour les autres. En me racontant ce souvenir, elle mimait les gestes d'une enfant, m'évoquant plus la fée Clochette que la sainte sacrificielle. À sa grande surprise, elle tomba amoureuse un beau jour et le projet du béguinage s'éloigna. Mais elle conserva sa façon magique et ferme d'être au monde, virant au cramoisi comme Clochette quand elle était furieuse. La rencontre avec mon père, esprit libre, aiguisé et leader au service du bien commun et du progrès de chacun, produisit leur marque de fabrique, une cellule familiale, à l'esprit bâtisseur, exigeant et pacifique. J'ai pris racine avec ma sœur dans ce terreau d'amour et d'intelligence, sans savoir au premier chef qu'une distinction de statut ou d'importance pouvait exister entre femmes et hommes, comme entre noirs et blancs, ou entre caissiers et PDG. Nous étions des enfants-filles, traités comme des enfants, pas comme des filles. Tenus dans un climat éloigné des questions de genre et de lutte de pouvoir, tout en étant instruites des affres du monde réel et en nous y confrontant à chaque âge selon ses joies, je me sentais promise à un avenir de même lignée. Rencontrer un homme prometteur, avec qui bâtir en harmonie et selon les vœux de chacun. À un détail près, l'adolescence. Par un glissement improbable et incompatible avec mon éducation orientée autonomie, je me séparais discrètement de ma baguette magique à la faveur de projections romantisées sur l'homme de ma vie à qui je déléguerais mes pouvoirs pour assurer mon bonheur et ma totale liberté. Selon l'information qui circulait dans le secret de mon esprit, il était attendu qu'un homme veuille un jour tout me donner et que je lui laisse l'accès à mon monde, ma force tranquille et mon intelligence de vie. Avec le recul, je dirais que contrairement à ma mère qui ne voulait pas d'homme et ne concevait donc aucune attente, à part une clarté limpide sur ce qu'elle ne voulait pas vivre, moi à l'inverse, j'en voulais un et je concevais beaucoup d'attentes correspondant au niveau de ce que j'étais prête à accorder. Sans que je me le sois formulé, le projet consistait donc à bâtir un niveau d'intimité et d'harmonie exceptionnel que je regardais comme ma norme, en dessous de laquelle cela ne m'intéressait pas de descendre. Cela emportait en sous-face l'évidence de vivre la fusion, la réassurance et la rencontre de tous mes besoins exclusivement. En outre, l'élu serait la puissance qui me permettrait de vivre et d'avoir tout ce que la peur ou l'aversion m'empêcherait d'atteindre par moi-même. Ce fantasme de prise en charge non vue et non questionnée habillait de romantisme mon absence de motivation ou de confiance à cultiver l'autonomie là où cela me serait difficile. C'est le grand leurre qui berne toujours des millions d'esprits féminins. Tous horizons confondus, les femmes même privilégiées et éduquées peuvent se sentir entravées par le spectre de leur condition d'incapable qui, au sens juridique, a été partout ou est encore leur statut officiel, et espérer d'un homme bon qu'il règle les choses à leur place. Sensibilisée par ma mère puis par mes lectures à l'âge adulte, j'avais découvert le féminisme des autrices qui nous ont précédées, George Sand, Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Héritier, Simone Veil et beaucoup d'autres. Je réalisais combien elles avaient vécu d'ignominie pour faire émerger un cadre, sinon parfait, en tout cas propice à l'égalité, avec le concours des rares hommes sensibles à la cause. Grâce à leur courage, le droit de vote, le droit de marcher dans la rue, sans corset ni chaperon, le droit d'accéder à des professions et des lieux réservés aux hommes, le droit d'ouvrir un compte bancaire et le droit à la contraception et à l'avortement, point de bascule du rééquilibrage des pouvoirs en attendant l'égalité des salaires, était ma réalité de toute éternité. Rien n'est jamais acquis. Une nouvelle génération de féministes, sociologues, essayistes, beaucoup de femmes et quelques hommes nous accompagnent aujourd'hui. Cette génération poursuit cette œuvre
en nous aidant à appréhender les enjeux tels qu'ils se présentaient par le passé et tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Tandis que les ramifications malfaisantes du patriarcat, subsistant malgré nos grandes avancées, ont été révélées dans les pays riches depuis le mouvement MeToo en 2017, espérant faire atteindre une cohérence entre l'affichage des mesures et la réalité des comportements, déjà un mouvement de balancier à l'extrême inverse s'opère. Aux États-Unis, à l'initiative d'une femme juge, le droit fondamental à l'avortement, qui instaurait le rééquilibrage des pouvoirs, est interdit du jour au lendemain, y compris pour les cas de viol et d'inceste. De même en France, en 2022, s'agissant de faire inscrire ce droit à la Constitution, une poignée de sénateurs s'y opposent. La tentation de ne pas garantir aux femmes leurs droits et leur pouvoir de choisir et agir pour les maintenir sous la domination masculine rôde. À mon échelle, les étapes de confrontation à cette réalité du rapport hiérarchique entre hommes et femmes sur les 20 dernières années s'inscrivirent dans un parcours classique qui débuta avec mon entrée dans la vie active. Malgré un environnement privilégié et accueillant, j'avais le sentiment confus mais pesant que ma fiche de poste comportait une fonction décorative et que la valeur de mon travail et de mes actions avait un impact moindre que celle de mes collègues hommes. Je me disais que c'était parce que je débutais et manquais de confiance en moi. Je réalisais bien plus tard qu'en dehors de ne pas me sentir à ma place et de ne pas montrer d'ambition de carrière, je me positionnais moi-même d'office comme inférieure. Les hommes me semblaient être tout ce que je n'étais pas, tant dans leur certitude que leur visibilité. Une petite affaire qui tournait toute seule. Mais si l'on veut bien tout regarder, on ne peut pas rester simpliste. C'est aussi le lieu où je me suis formée pour fonctionner dans le monde et où j'ai tissé de véritables relations amicales. C'est le lieu où j'ai expérimenté ce que le féminin authentique et non dévoyé récolte de respect et d'égard dans le milieu hyper masculin et pas toujours éduqué des chantiers. C'est enfin le lieu où l'un de mes collègues attentifs a un jour prononcé cette parole qui m'a renvoyé une information hors de mon champ de conscience à l'époque. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi libre que toi. C'était le sang de ma lignée qui affleurait déjà.